Aujourd'hui, nous allons rencontrer Sylvie Rochefort, artiste multidisciplinaire. Elle vient de publier son premier livre nommé « Et si demain tout allait bien ». Bienvenue à l'émission Un café avec Chloé. Donc aujourd'hui, je reçois Sylvie Rochefort, qui est une artiste multidisciplinaire. Donc bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Un café avec Chloé. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Vous allez bien? Très bien, toi-même? Oui, merci. Donc, on va commencer un peu avec parle-moi de toi, le parcours professionnel, on va dire ça comme Professionnel ça. artistique. Exact. Parce que j'ai un parcours professionnel non artistique aussi. Mais le parcours professionnel artistique, bien, écoute, j'ai toujours, à la base, je me considère une chanteuse. Okay. J'ai toujours chanté depuis, ma mère dit que je chantais avant de parler. Okay. Donc, c'est vraiment ce qui me définit le plus. Par contre, au fil des années, j'ai toujours aussi écrit. Donc, l'écriture est comme la deuxième passion après le chant. Donc, toute petite, j'écrivais je me plais à dire que quand j'étais fâchée, je m'enfermais dans ma chambre, je claquais la porte, puis je chantais ou j'écrivais des poèmes. Okay. C'était vraiment mes deux exutoires, là, le chant et l'écriture. Donc ça m'a amené à être dans les chorales à l'église, par la suite dans les comédies musicales, des différentes troupes. Puis j'ai finalement monté ma propre troupe de comédie musicale qui s'appelle Comédie Manie à l'Assomption en 2007. Okay. À travers ça, je m'occupe de la boîte à chansons à l'Assomption, puis j'ai publié mon premier livre et j'en ai d'autres en planche. Je pense que ça décrit un peu le parcours artistique, puis je peux ajouter à ça que je fais des bijoux, de la couture. Fait que c'est vraiment, j'aime bien me définir comme une artiste multidisciplinaire. Je pense que c'est vraiment ça qui me définit le mieux. Parfait. Puis est-ce que tu as une formation en création? Ou... Non, ma formation, ça a été vraiment, je suis une personne très autodidacte. J'ai pris beaucoup de cours de chant dans ma vie, mais j'ai jamais fait d'école de chant professionnelle, mais j'ai vraiment pris beaucoup de cours de chant tout au long, des cours de chant, des cours de piano, différents cours, et je suis une personne très autodidacte, donc j'aime beaucoup. À l'époque, c'était les livres pour apprendre. Maintenant, tu veux apprendre à faire une courte pointe, tu vas sur YouTube, puis c'était moindrement autodidacte, puis c'est quand même pas difficile à suivre. Oui, exact. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, une personne autodidacte peut vraiment être bon dans quasiment tout parce que c'est facile de trouver... Exactement. Dans le fond, tu vas chercher l'information que tu as besoin, puis après, si tu as besoin de performer ton art, bien là, tu sais où aller pour prendre des cours. Fait que c'est un petit peu ça, mon parcours très, très autodidacte. Parfait. Puis au niveau, justement, tu l'as mentionné, tu viens de publier un nouveau livre qui se nomme « Et si demain tout allait bien ». Donc, peux-tu m'en parler un peu? Là, je pense qu'on l'a ici, justement. On peut le montrer. Mon petit bébé. Écoute, ce livre-là, comme je le dis au début du livre, j'ai commencé à l'écrire, ça fait plus de 10 ans. Oh, C'était pas dans le but d'écrire un livre, c'était dans le but d'aider. C'est plus mon expérience d'écoute envers les autres qui m'a amenée à dire « Hey, je fais ça avec cette personne-là ». Ça donne des résultats. Puis là, pour pas oublier un peu ce que je faisais, parce que j'ai aidé beaucoup de gens, pour pas oublier ce que je faisais, j'ai commencé à écrire des chapitres sur le bonheur, sur les remerciements, sur la gratitude, sur les valeurs, sur plein de choses que je transmettais aux autres. Et puis, tranquillement, au fil, je pouvais être 2 ans sans toucher à l'ordinateur du tout, mais à chaque fois que je retournais vers mes écrits, à chaque fois que je me remettais dans mon ordinateur et que je relisais ce que j'avais fait, bien, je rajoutais d'autres choses, j'enlevais des choses. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça ressemble à un livre, ce que je suis en train de faire, tu sais. Puis c'est ça. Fait qu'au fil du temps, ça ressemblait à un livre. J'ai décidé d'aller de l'avant dans ce projet-là, qui est un projet qui, d'ailleurs, on dirait que je l'ai écrit pendant la pandémie. Oui, mais le titre. Mais non, je l'ai écrit comme si ça fait 10 ans. Et en septembre 2019, j'ai décidé de prendre une pause de ma troupe pour justement aller au bout de ce projet-là. J'avais besoin de faire une pause de ma troupe et d'aller au bout de ce projet-là sans savoir ce qui nous attendait. Puis, c'était dans mes plans déjà de le sortir à l'été 2020. Finalement, il est sorti en décembre 2020. Donc, c'est vraiment un hasard que c'est un livre qui correspond totalement à ce qu'on vit présentement. Exactement, c'est ça, même le titre, tu sais, si demain tout allait bien, on est dans le « ça va bien aller » depuis mars l'année passée, c'est ça. Donc, tu sais, le titre est vraiment d'actualité. D'actualité, absolument. Puis, il y a aussi pour la maison d'édition, comment ça a fonctionné? Là, je sais que des fois, c'est très compliqué à trouver. Je connaissais absolument rien en maison d'édition, j'étais vraiment zéro. J'avais jamais regardé. Fait que ce que j'ai fait, moi, j'ai envoyé
Je suis allée sur Internet, j'ai regardé maison d'édition, j'ai envoyé ça à at large. C'est sûr que c'est un livre de croissance personnelle, donc il y a beaucoup de maisons d'édition que ça ne correspond pas à leur édition, à ce qu'ils veulent produire. Et je suis tombée sur les éditions Première Chance, qui est un auteur qui a décidé par lui-même de partir une maison d'édition. Et ça a fait boule de neige. Cette maison d'édition-là sont rendues à 3 maisons d'édition. Donc, tu as Première Chance, Essor et Apothéose. Et ils ont maintenant Distribu Livre, qui est leur propre distributeur. C'est un peu l'antithèse des maisons d'édition. C'est un peu, on n'a pas besoin d'attendre qu'une maison d'édition nous contacte. C'est un peu un partenariat qu'on fait avec eux. Puis, moi, ils m'ont offert de faire Apothéose, qui est la maison d'édition quand ils pensent que le livre est assez bon pour se vendre. Puis, j'ai décidé de faire affaire avec eux. Puis, je suis très, très, très contente. C'est difficile et c'est très contingenté dans le sens qu'ils ont les maisons d'édition traditionnelles. Là, je ne suis pas la spécialiste là-dedans, mais quand même. Les maisons d'édition traditionnelles reçoivent des subventions du gouvernement et ils ont tant de livres à produire, puis ils ont comme un maximum. Donc, si tu arrives à présenter un livre en septembre et que leurs quotas sont déjà remplis, c'est pas parce que ton livre n'est pas bon qu'ils ne le prennent pas, là. Oui, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Exactement. Tandis que cette maison d'édition-là ne fonctionne pas avec des subventions. Donc, ils peuvent aller n'importe où, puis ils peuvent... mais c'est un partenariat. Donc, on a des coûts à défrayer aussi. OK. Mais actuellement, on devrait rentrer dans notre argent, ce que je n'ai pas encore fait, mais ça devrait venir. Pas de salon du livre, là, rien. Hein? On n'a pas... ça qu'on cette année, c'était pas évident. Là, puis sortir un livre... aucun salon du livre, on ne peut pas faire de séance de dédicace dans les librairies. Les librairies ont été fermées. Alors... oui, c'est ça, j'avoue. On peut... Bon, il y a toujours les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, quand tu commences, puis quand tu commences, je pense qu'il faut quand même que les gens connaissent à la base l'auteur. Quand tu en as déjà fait 2, ça doit être un peu plus facile. Exactement. Mais ça va bien. Je suis contente de la réception. Puis à date, les commentaires que j'ai, vraiment, c'est vraiment le fun parce que les commentaires que j'ai, c'est vraiment ce que je souhaite apporter aux gens avec ce livre-là. Puis les commentaires que les gens me donnent, c'est vraiment ce que je voulais faire. Fait que ça, c'est une belle réponse. Et la réponse aurait pu être différente de ce que je souhaitais, mais vraiment, moi, ce livre-là, c'est un tout petit livre. Hein. Il y a 100, je me souviens plus combien de pages, 115 pages. Puis, mais si on le lit de la façon que je le suggère, ça peut prendre 6 mois. OK. Parce que on ne change pas, moi j'ai pour mon dire qu'on ne change pas les habitudes qu'on a pris depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans en lisant un livre puis en claquant des doigts. Donc, il faut un peu défaire ces habitudes-là en créant des nouvelles habitudes. Donc, c'est pour ça que moi, je propose, après chaque chapitre, d'attendre 21 jours de mise en place de ce chapitre-là avant de passer à l'autre pour justement créer des nouvelles habitudes et puis un peu défaire les anciennes. Donc, ça semble simple, ça semble des choses qu'on a entendues souvent, que tout le monde connaît, mais c'est pas parce qu'on les connaît qu'on les applique. Puis des fois, d'avoir un petit livre, un petit carnet de bord, de te rappeler, t'as-tu fait ça aujourd'hui? Puis, es-tu en gratitude? Es-tu contente de ce que tu as? Surtout aujourd'hui, dans la pandémie. La pandémie, là, veut pas, on a le choix de s'asseoir devant son téléviseur, puis de regarder les nouvelles, puis de se décourager, ou on a le choix de regarder, OK, qu'est-ce que j'ai, moi, dans ma vie qui m'apporte du bonheur, puis de focusser là-dessus, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça. C'est un petit peu un petit guide. C'est un peu comme, moi, je dis tout le temps, quand tu vas pas bien, tu as besoin de quelqu'un qui te prend par la main, puis qui t'amène avec toi. Bien, c'est un petit peu ça que je vais faire avec ce livre-là. D'un peu, le livre, c'était comme de prendre la personne par la main puis de l'amener à avoir une attitude qui va l'aider à passer à travers. Parce qu'une situation qui n'est pas le fun, qu'importe l'attitude que tu vas avoir, la situation ne sera pas le fun. Mais non. Mais si tu as une meilleure attitude, tu t'ouvres à plus d'opportunités, puis tu vis mieux. Exact. Tu ne peux pas changer la situation, mais change ton attitude. C'est ça. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu le contenu du livre. Puis dans le livre, bien, comme je suis chanteuse à la base, comme je vous ai dit tantôt, bien, j'ai intégré des chansons positives. Parce que je me dis, quand tu es dans on va dire un mood qui est anglophone, je veux changer, je veux créer des nouvelles habitudes. Des fois, on a besoin d'une petite chanson vers d'oreille qui nous aide. Tu sais, il y a des chansons qui disent « Oh mon Dieu, j'entends cette chanson-là, je m'en irai en auto, ça me fait... » Mais il y a des chansons comme ça. Fait que j'ai essayé de trouver des chansons pour presque chaque chapitre qui correspondaient un peu à
ce que je voulais dire pour donner un petit peu un verre d'oreille aux personnes. Et j'ai publié ces chansons-là sur Vimeo. OK. Donc, les chansons du livre sont aussi sur Vimeo, sont publiées. Le but de la chanson, c'est d'aider la personne à assimiler le chapitre. OK. Fait que j'imagine que pour les retrouver sur Vimeo, ils doivent avoir un lien dans le livre qui dit de mentionner. Oui, c'est Vimeo, Sylvie Rochefort. Okay. C'est très, très simple, bien facile à trouver. Parfait. Puis bon, là, comme tu as dit tantôt, en 2019, tu as arrêté la troupe. Donc, c'est la troupe de Comédie Manie. Peux-tu me parler un peu, c'est quoi cette troupe-là? Bien, écoute, moi, j'ai commencé Comédie Manie en 2007, si ma mémoire est bonne. Je faisais partie d'une troupe avant qui s'appelait Sénard dans Repentigny. J'étais sur le CA et tout. Et cette troupe-là a arrêté. Et en même temps, comme j'ai dit tantôt, j'aime beaucoup écrire. Et je me suis rendu compte quand j'ai fait ma première comédie musicale, c'était en 2003. Okay. En 2003, j'ai fait La Petite Boutique des horreurs et j'avais fait de la danse dans ma vie. J'avais fait beaucoup de danse, beaucoup de chant, mais jamais de théâtre. Mais quand j'ai fait cette comédie musicale-là, la journée du show, j'ai dit, je suis sur mon X. C'est comme, je voulais plus arrêter de faire ça, là. C'était comme, juste voir. Et je me suis rendu compte que les comédies musicales existantes sont beaucoup pour les hommes. Il y a toujours des rôles de femmes, mais il y a toujours plus de rôles d'hommes et quelques rôles de femmes. Par contre, quand tu t'en viens dans l'amateur, quand tu veux présenter des comédies musicales, qui participe? Les fans. Donc, on se retrouve toujours avec 3 gars, 15 filles. Là, les gars, qu'importe leur talent, ils ont tous des beaux rôles, puis les filles, c'est ça. Fait qu'on se retrouve souvent à ne pas avoir grand-chose à faire. Et j'en suis rendue j'ai fait 6 comédies musicales. La première qui était, j'ai repris La Petite Boutique des horreurs que j'ai adaptée en mettant plus de filles. Puis par la suite, toutes les comédies musicales que j'ai présentées, ce sont des comédies musicales que j'ai écrites de A à Z. Puis, c'est ça, la dernière, c'était sur le 300e de la ville de l'Assomption. L'avant-dernière, en 2017. Oui. OK. En 2017, l'Assomption fêtait ses 300 ans. Oui, exact. Et moi, j'étais aussi sur le conseil d'administration du Quartier des Arts de l'Assomption, donc dans l'organisation de ce 300e-là. Et j'ai écrit l'histoire de l'Assomption avec de l'aide, naturellement, d'historiens de la place. Et j'ai condensé 300 ans d'histoire en une comédie musicale qu'on a présentée au Théâtre Hector Charland en 2017, en octobre 2017. Et quel beau moment, ça a vraiment été... on était 37 ou 38 sur scène, des enfants, des adolescents, des adultes, des musiciens. Vraiment, je suis très contente de cette comédie musicale-là. Puis en plus, c'est très local, là, pour les gens de l'Assomption. En plus, au Hector Charland, c'est parfait pour... Oui, ça, c'est une de mes belles réalisations. La dernière, ça a été... on l'a fait à Montréal parce que on avait... des difficultés de date avec le Théâtre Hector Charland, c'est pas toujours évident. On l'a fait à Montréal, puis ça se portait sur la Deuxième Guerre mondiale, l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle Le Grand Retour. Ça, c'est une collaboration avec un ami qui lui avait fait les chansons, puis moi, j'avais fait le texte il y a plusieurs années, puis on a décidé d'aller de l'avant avec ça. Comédie Manie, les autres pièces, j'ai fait tous les textes de chansons et les textes de parler de comédiens, sauf que les musiques étaient faites par ma directrice musicale, Andréane Robichaud. OK. Parfait. Puis, justement, c'est quoi les défis d'un tel projet? Parce que là, tantôt, on parlait de la salle du Théâtre Hector Charland. Il faut que les dates fonctionnent, mais j'imagine qu'il doit y avoir plein d'autres défis. Si un danseur, un chant, je ne sais pas comment on les appelle, un artiste n'est pas là à la dernière minute. Ça ne nous est jamais arrivé, parce que, tu sais, c'est quand même une activité payante pour les participants. Parce que la seule personne qui était rémunérée, c'était ma directrice musicale, parce qu'on voulait avoir quand même une personne de qualité qui était capable de vraiment nous enseigner les harmonies, de faire les arrangements et tout. Tout le reste, on est tous des bénévoles. Et les défis, mon Dieu, il y en a tellement. Le premier défi, je dirais, c'est vraiment les levées de fonds. Parce que monter comme l'Assomption puis de la Rivière, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'était comme 60 000 que ça nous a coûté. Donc, c'est ça. Le premier défi, je pense que c'est la levée de fonds. Parce que trouver les gens pour le faire, tu sais, ça va quand même bien. On a toujours un peu de difficulté à trouver des hommes, mais ça va quand même bien. Après, c'est juste du plaisir, tu sais, d'apprendre les chansons, d'apprendre les chorégraphies, d'apprendre... tu sais, ça, c'est du plaisir. Mais le gros défi, c'est vraiment la levée de fonds et les salles de spectacle.
Parce qu'il faut dire qu'on était, comme l'Assomption Fil de la Rivière, on était 37 sur la scène et on avait tous des micros et tous des in-ear, là. Okay. Fait que juste la location de ça, là, exact. c'est ça, c'est la gestion de ça, les costumes, les décors. Mais les costumes, décors, on dirait qu'on s'en sort toujours quand même assez bien, là. Mais comme l'Assomption Fil de la Rivière, les costumes, là, on a fait, une petite parenthèse, tous les costumes d'époque ont été faits avec des vieux draps. Récupérés. Ils ont coûté rien. Wow! Bon, tu es aussi impliquée dans différentes causes. Pourquoi la Société de recherche sur le cancer, mon Dieu, ça a commencé mon implication avec eux en 2010. Je réfléchis, en 2010. Moi, j'avais sur on a toute une petite checklist qu'on veut faire. Là, puis j'avais sur ma checklist de faire Compostelle. Et puis, un certain matin, j'écoute Salut, bonjour, puis je vois Stéphane Rousseau à la télévision qui vient de devenir le porte-parole de la Société de recherche sur le cancer. On sait tous que ses parents sont décédés, sa sœur aussi sont décédés du cancer, et il est très impliqué dans cette recherche-là. Donc, il parlait des défis, des challenges SRC qui venaient de commencer, parce que c'était pas encore... Aujourd'hui, il y en a plein de challenges avec plein de places, mais à l'époque, c'était nouveau de faire des défis pour des causes. C'était quand même nouveau en 2010. Et puis, il parlait que le premier était Compostelle. Puis là, ça m'a comme appelé, parce que j'ai dit, moi, j'aimerais ça faire Compostelle, mais ça me tente comme pas de regarder, d'organiser, tout ça. Donc, si mon travail à moi, c'est de ramasser des fonds, puis que je pars avec un groupe à Compostelle, ça serait bien, tu sais. Fait comme ça, je pourrais... donc, j'ai commencé là. Donc, j'ai fait Compostelle en 2011 pour la recherche. Il fallait ramasser, à l'époque, c'était 9600, je pense, pour remettre à la cause. Puis, par la suite, bon, j'ai fait des présentations là-bas. Puis là, je me suis impliquée dans un autre défi. On devait partir au Portugal au mois d'octobre l'année passée. Naturellement, ça a été annulé. Et là, on a décidé, notre groupe, de partir aux îles de la Madeleine. Cette année, on s'en va aux îles de la Madeleine au mois de septembre. Encore avec Stéphane. Stéphane, il participe avec nous pour une deuxième fois. Mais lui, il en a fait quand même plusieurs. Mais là, on est un groupe c'est un peu un groupe qui fête les 10 ans de défis de la SRC. Donc, c'est tous des gens qui en ont déjà fait. La plupart ont fait Compostelle. C'est un peu le groupe de Compostelle qui recommence, qui retourne ensemble. Puis là, il fallait ramasser... Moi, j'ai fait 2 levées de fonds. J'ai fait la levée de fonds d'une amie aussi. Donc, il fallait que je ramasse 20 000 au début. Ça a été changé à 14 000 pour les 2. Donc là, notre défi est ramassé. Puis on s'en va aux îles de la Madeleine pour la recherche sur le cancer. Donc, on a ramassé juste notre groupe. Si je ne me trompe pas, on a ramassé 100 000. Oh, OK, quand même. Donc, surtout en ces temps-ci, ramasser des fonds. Moi, il a fallu se réinventer. J'ai fait, l'année passée, j'ai fait des masques tout l'été. Puis tout ce que je vendais allait directement. Le montant complet allait à la recherche sur le cancer. Fait que ça a été ma façon de faire ma levée de fonds à ce moment-là. Mais il y a les serviettes aussi pour la tête. Je sais que oui, je fais des serviettes, mais là, j'en ai pas fait pour ma levée de fonds parce qu'à un moment donné, il faut se... L'année passée, j'ai fait des chansons. Je faisais 2 chansons par semaine positives pour aider pendant la pandémie. Je faisais des masques. Je terminais l'écriture de mon livre. Oui. Mais oui, je fais beaucoup moi, je fais beaucoup de choses avec recyclé. Donc, je prends des serviettes, je fais des serviettes pour la tête. Je fais là, je ne l'ai pas mis, je fais des bijoux avec des bagues, des pierres qu'on met dans les dossierets de cuisine, les petites pierres de verre. C'est ça. Je fais de la récupération. Quand j'ai dit tantôt artiste multidisciplinaire, c'est un petit peu ça que je veux dire. Donc, couture, bijoux, puis la plupart de tout ce que je fais, c'est tout le temps pour des levées de fonds. Les bijoux, les serviettes de tête, j'en ai fait beaucoup pour Comédie Manissa. J'en ai vendu vraiment beaucoup, là. Puis je donnais, tout ce que je gardais, c'était ce que j'avais besoin d'acheter comme matériel. Le reste, ça allait à la troupe à 100 là. Ça, je les utilise encore aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est très aimé, là. Donc, je veux peut-être modifier cette page-là pour mettre justement toutes les autres choses que je fais aussi, là. Mais ça, je sais qu'il y avait eu des tasses aussi, là. Oui, ça, on avait eu... une opportunité, quelqu'un qui nous a donné des tasses là, qui étaient dans un entrepôt qui ne servait plus. Fait qu'on a pu vendre ça aussi pour ramasser des fonds. Dans le fond, on prend ce qu'on peut pour ramasser des fonds. Hein. Tu sais, c'est pas évident de ramasser des fonds. Donc, au moins, quand tu vends quelque chose, bien, la personne
a quelque chose en retour de son don. C'est toujours un petit peu plus facile. Oui, c'est ça, de pas juste se dire, tu sais, il y a des campagnes de financement qui se fait sur Facebook, mais c'est tu donnes un don pour la cause, mais tu n'as rien en échange, autre que la satisfaction d'avoir aidé. Oui, exact. Là, mais... quand même important. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, ça reste qu'il y a certaines personnes qui vont le faire parce que justement, ils ont cette satisfaction-là. D'autres qui ont besoin d'un petit bonbon, si on peut dire ça comme ça. Ça, les bijoux, d'ailleurs, les bijoux, j'avais jamais fait de bijoux avant. C'était une idée de ma sœur dans ma première levée de fonds en 2010 qui m'avait organisé. C'était comme elle, c'était comme son don qu'elle me faisait. Elle a acheté le matériel pour faire des bagues avec des boutons recyclés. Puis elle a regroupé des membres de la famille, des amis. Puis on est allé, elle nous a montré comment faire. On est allé faire un atelier avec elle et tout le monde est reparti avec les bagues qu'ils avaient fait, les ont vendues, puis m'ont remis l'argent. Ça a commencé comme ça, puis ça fait boule de neige. Puis là, j'ai continué. Puis là, maintenant, j'en ai fait des bagues, là, et j'ai fait des salons, j'ai fait ça pour vendre des bagues avec des boutons, puis toutes des matières recyclées. Je fais des bagues de verre à vin, je fais toutes sortes d'affaires, là. Toujours, le but, c'est matière recyclée. Ça, bien, c'est le fun, parce que souvent, on ne s'en rend même pas compte que c'est une matière recyclée, en plus. Oui, les boutons, là, ça fait vraiment des belles bagues. Je fais des colliers aussi, là. Ça fait vraiment des belles bagues. C'est surprenant. Il y a des boutons, quand tu veux juste aller acheter un bouton, c'est cher, des boutons, là. Oui, c'est ça. Puis, ça fait vraiment des belles bagues. J'aurais dû en mettre une, j'ai pas pensé. C'est pas grave. Puis là, on n'a pas parlé de la boîte à chansons. Non, la boîte à chansons. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur la boîte à chansons. La boîte à chansons, naturellement, comme tous les autres organismes de culture, on est en attente. La boîte à chansons a commencé en 93 à l'Oasis du Vieux-Palais. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des premiers artistes à la boîte à chansons. J'ai fait des spectacles au tout début de la boîte à chansons en 93 avec Claude de Grandpré. À l'époque, il y avait comme un petit band maison, puis on allait, il y avait 3 artistes par soir le vendredi. Je pense que ça coûtait 5 je me souviens, là. Fait que j'ai commencé là. Après, j'ai été une pause que j'ai eu des enfants, donc j'ai un petit peu moins participé. Puis en 2009, j'ai donné mon nom pour devenir bénévole à la boîte à chansons. Puis j'ai la présidence depuis 2013. Depuis 2013 que je suis présidente de la boîte. La boîte à chansons, quel bel organisme à l'Assomption, là, tu sais, on fait des spectacles émergents, on a fait des concours, on a eu des belles associations avec la radio locale, tu sais, c'est vraiment une belle... Moi, j'ai vraiment la boîte à chansons tatouée sur le cœur. Présentement, avec la pandémie, naturellement, c'est une petite salle de 90 personnes, 90 tassés, donc respecter le 2 mètres. C'est comme évident, on pourrait avoir comme 15 personnes dans la salle. C'est impossible. Nous, il faut vraiment attendre que ça reprenne à 100 avant de pouvoir recommencer la boîte à chansons. Puis là, en plus, bien, la Ville a acheté la bâtisse de l'Oasis du Vieux-Palais qui était à vendre. Et ils sont en train de faire il va y avoir des travaux. Donc, ça donne un peu comme bien parce que peut-être qu'on aurait dû cesser un peu nos activités. Donc là, on ne sait pas trop encore là, quand est-ce que ça va reprendre. Je ne suis pas certaine pour septembre 2021. On n'a pas signé aucun contrat encore avec aucun artiste pour septembre 2021. Moi, je pense que ça va plus aller à septembre 2022, le temps, mais... c'est une supposition, je ne sais pas. Peut-être qu'on va être capable de commencer en janvier 2022. On ne sait pas. Il faut attendre. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération, mais c'est certain qu'on ne peut pas aller de l'avant tant que ce ne sera pas 100 revenu à la normale pour les spectacles. Parce que, on l'a dit tantôt, c'est une équipe de bénévoles. Puis rencontrer les normes gouvernementales, les normes sanitaires gouvernementales, il y aurait des investissements à faire qu'on ne peut pas faire. On fonctionne seulement qu'avec des subventions, puis avec des donateurs qui font de la publicité à travers nous. Alors, moi, j'ai de l'Assomption tatouée sur le cœur. Je pense même si je suis déménagée de l'Assomption maintenant. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est un bel organisme, la boîte à chansons, une belle équipe de bénévoles qu'on a tous hâte de reprendre. Il y a plein de monde qui sont passés à la boîte. 2 frères, j'ai signé 2 frères avant même qu'ils soient populaires, là, tu sais. Fait que on a France d'Amour est venue à la boîte à chansons. Je pourrais en nommer plein, là. Tu sais, c'est vraiment une belle place. Effectivement, on va souhaiter qu'on puisse effectivement repartir la machine bientôt. Puis sinon, les autres loisirs, à part justement là, la chanson et l'écriture,
Est-ce qu'il y a d'autres loisirs ou d'autres choses qui... Ah ben, je joue au golf. Bon, le golf. Je joue au golf. Dans l'été, c'est vraiment le golf. Là. C'est un exutoire. Surtout là, en temps de pandémie, c'est le fun le golf parce qu'on peut être dehors, on peut marcher, on peut rencontrer des gens. Le 2 mètres n'est pas difficile. Fait que c'est vraiment mon activité de prédilection. Là. Donc, as-tu une idole, une personne qui t'inspire? Qui m'inspire. Oh mon Dieu, là, c'est un peu cliché, mais elle l'était déjà à l'époque. Mais là, avec ce qu'elle fait à Star Academy, Lara Fabian, c'est all the way. Là. Mais j'étais déjà fan de Lara Fabian à ses tout début, là, quand elle a commencé ici. J'étais déjà une fan de la personne qu'elle était. Puis là, on l'a découvert vraiment comme personne. Moi, Lara Fabian, elle est très inspirante. René Simard aussi pour les comédies musicales. Je le trouve très inspirant. C'est une personne qui est très versatile, qui danse, il chante, il est comédien, il fait des productions. C'est vraiment le côté comédie musicale de René Simard, je le trouve très inspirant. Puis côté, oui, son chant, mais côté humain, Lara Fabian, je trouve qu'elle est vraiment très inspirante. Parfait. Que voulais-tu faire dans la vie quand tu étais plus jeune? Oh mon Dieu, je voulais être professeure. Comme toutes les petites filles. Oui, c'est ça, on est quasiment toutes eu ça. Mais au lieu d'être professeure avec les enfants, j'en ai eu 4 enfants. Fait que je me suis amusée avec les miens. J'avoue. Mais tu sais, il y a quand même eu Comédie Manie ou que veux pas en écrivant ou quoi que ce soit. J'ai un rôle de pédagogue dans plusieurs domaines de ma vie, de toute façon. C'est ça. Café ou chocolat chaud? Café. Parfait. Latte. Ben, je suis d'accord avec ça. Café latte. Parfait. Chat ou chien? Ah, chien. Chien? Oui. Excellent. Durant la pandémie, est-ce que tu étais très ou pas du tout inspirée? Oh là là, ça c'est une bonne question. Oui, j'étais très inspirée, mais pas en pratique. Dans le sens que, je vais comprendre, je suis inspirée dans ma tête, j'ai plein d'idées. Moi, j'ai vraiment besoin de ma bulle, puis d'être seule, puis quand j'écris, quand je suis inspirée, j'ai vraiment besoin de ça. Puis ça m'a un petit peu arrêtée dans ma création. Je comprends. Aimes-tu voyager? Beaucoup. C'est quoi la plus belle place que tu as fait? Oh mon Dieu! Je pense que c'est Cappadoce en Turquie. OK. En Turquie, c'est comme lunaire, c'est comme des pics de terre. Ça ressemble à... On dirait qu'on est sur la Lune, on a fait de la montgolfière là-dedans. Là. C'est magnifique, on est ailleurs. Totalement, le plus dépaysant que j'ai vu, c'est cette place-là. Ouais. Mais j'aime beaucoup, particulièrement, l'Espagne, par exemple. L'Espagne est un gros coup de cœur. Je pense qu'il y a plein de gens à l'Espagne. C'est une belle place. Exact. Si tu devais choisir entre un abonnement à vie à Netflix ou au gym? Oh, Netflix. À date, tout le monde m'a répondu Netflix. Netflix. Je m'entraîne, mais Netflix. J'ai pas besoin d'aller au gym pour m'entraîner. C'est ça. Parfait. Série préférée ou film préféré? Ah, ben je vais aller dans la comédie musicale, là. Tu sais, là, genre La Mélodie du bonheur. Parfait. Puis justement, un personnage de série ou film qui te décrirait bien? Oh mon Dieu, ça, je ne sais pas. On a plus de difficulté à se projeter dans quelqu'un d'autre, hein? Habituellement, je sais que c'est proche, là, les autres ont comme vraiment choisi quelqu'un d'une série proche parce que justement, c'est quand même dur à... Non, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Je ne sais pas. Si j'ai un flash, je vais y revenir. Parfait. Si tu étais millionnaire, quel serait ton premier geste? Aider les autres. Excellent. Réponse. C'est facile à répondre. Parfait. Puis si tu pouvais retourner dans le temps et choisir juste un moment, ça serait quoi? Oh mon Dieu! Je pense que je revivrais mon mariage. C'est un beau moment que la journée même, tu n'as pas le temps de profiter. Fait que si tu peux y retourner puis le faire, bien, tu en profites comme il faut. Ça, juste être en spectacle, puis profiter vraiment. Oui, ça, puis la naissance des enfants. C'est pas mal. C'est cliché, mais c'est un petit peu ça. C'est correct. Puis là, c'est la question bonus. Donc, ben là, tu as peut-être répondu un peu tantôt, là. Mais quel est le spectacle ou pièce de théâtre, comédie musicale, chouchou? Ah, Notre-Dame de Paris. Ah. Notre-Dame de Paris, là,
impressionnant. Comme moi, quand je regarde un spectacle, quand je vais au théâtre, quand je vais voir une comédie musicale, même un spectacle de chant, je regarde beaucoup la mise en scène parce que je fais les mises en scène. J'ai de la misère à essayer de me laisser aller, à juste apprécier le moment. Mais Notre-Dame de Paris, c'était quelque chose. C'est impressionnant. La Mélodie du bonheur aussi, mais Notre-Dame de Paris a vraiment, là, c'était très impressionnant comme tout ce qu'il faisait, là, tu sais, c'était fou, là. Donc, c'est le chouchou. Oui. Parfait, c'est tout pour l'émission Un café avec Chloé. Restez des nôtres pour une prochaine émission et merci d'être venu à l'émission aujourd'hui. Mais ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Merci.